Jadis, j'avais un ami, un jeune poète de la race des Rimbaud, vivant comme Van Gogh. Il avait 18 ans, ne supportait pas ce monde cupide et cynique. Il habitait tant bien que mal une chambre de bonne. Tous les métiers l'offensaient. Les mots, c'était toute sa vie. Il les avait brûlants, révoltés, prophétiques. Ses parents, confortables, aisés, rêvaient pour lui d'un emploi stable, juste de quoi lui garder la tête haute. Il a tout pour être heureux, me disait-il inlassablement. Je me disais que non, mais je n'avais pas de réponse. Un jour, ses parents, pour lui prouver qu'effectivement il avait tout pour être heureux, lui offrirent un appartement. Ils entraînèrent leur fils chez le notaire. Le lendemain de la signature, il se donnait la mort par le gaz dans sa soupente. Auparavant, il avait écrit sur la porte « Attention, danger d'explosion ». C'était la première fois qu'il n'écrivait pas poétique, ou alors c'était la première fois que la poésie n'avait plus besoin d'être un chant, la déflagration lui suffisant. Lorsque je revis ses parents pour les consoler, ils ne cessèrent de me répéter, il avait pourtant tout pour être heureux. Il ne cherchait pas à se porter au-delà de cette formule. Il ne pouvait y en avoir d'autres à leurs yeux, puisqu'elle était irréprochable. Au-delà, il n'y avait plus de formule, il n'y avait que des questions, sans doute ténébreuses, torturantes, à éviter. En vérité, Raymond avait tout pour être malheureux, sauf en poésie, laquelle ne rend pas heureux, mais fou de l'étrange jouissance de ne pouvoir l'être. Il y avait en lui ce secret d'absolue désespérance, foudroyé par la vulgarité et les rires gras de l'époque, insoutenable. Moi-même, pour ne l'avoir rencontré que rarement, je ne pris conscience que sur le tard de son vertige des précipices. J'appris qu'il fréquentait les prostituées et qu'il mendiait. À la seule jeune fille qu'il avait aimée, il avait demandé l'impossible. Elle le lui avait refusé. Il avait tout pour être heureux, à cette objection près qu'il demandait l'impossible, à lui-même, aux autres, à la société et peut-être aussi à l'écriture. Il faudrait conseiller à la plupart des parents de s'abstenir de penser que leur enfant a tout pour être heureux. À la rigueur, le penser, mais surtout ne pas le dire, ne pas le répéter. Ce sont des mots qui peuvent tuer à la longue. Les mots de péché et de tentation à ne pas prendre exception, il craignait la vie. il ne se révoltait contre rien, simplement se laisser aller à la présence de tel vecteur avec une spontanéité totale. Par contre, dès qu'il se retrouvait parmi les gens, une peur de panique le rendait inapte à se conduire
écrire et roman. Il naquit par un soir d'orage. Sa mère, terrifiée par un coup d'éclair qui fendit cette nuit-là, l'envoya d'un coup hors de son ventre, contre le sol, si bien qu'il se détacha lui-même de l'ombilic d'un coup sec. Dans sa chute, il alla se casser le crâne sur le bord d'un vase de nuit. Oh oui! Merci d'être venu en tout cas pour cette balade consacrée à Raymond Choquet. Ici donc, pour les gens qui ne le savent pas, nous sommes devant la maison donc, de Raymond Choquet, devant l'atelier aussi, la menuiserie Choquet aussi, qui se trouve là. Nous sommes évidemment devant l'Athénée de Dour où il a été. Et en fait, c'est Marcel Moreau. Pourquoi Marcel Moreau? C'est parce que c'est grâce à lui que j'ai entendu parler pour la première fois de Raymond Choquet, au moment où je tournais mon documentaire sur Marcel Moreau. Et évidemment, je pensais que Raymond Choquet était un auteur connu. Donc je me dis, aucun problème, il suffit de taper sur Internet, voir Raymond Choquet, et on trouve les textes et tout va bien. Mais, manque de peau, Raymond Choquet s'est suicidé jeune, à 25 ans, et n'a rien publié, si ce n'est un petit article quand il avait 16 ans, que aussi j'ai retrouvé. Et donc la recherche des textes a été compliquée, un peu laborieuse, et puis il y a eu un miracle. On a découvert la poésie de Raymond Choquet, plus un manuscrit, un roman inachevé. Et tout ça, vous allez l'entendre dans cette balade. Donc ce qu'il faut aussi que vous compreniez, c'est que le personnage qui va revenir dans cette balade s'appelle Laszlo. Et Laszlo, à mon avis, c'est Raymond, puisque on parle de l'école, on parle de sa vie, de son enfance. Il est temps de nommer notre héros. Je l'appellerai Laszlo, en hommage à Laszlo Kovacs. Il y a plusieurs titres, je vous le dis. D'abord, c'est Laszlo et Lola, comics littéral. Jusque-là, tout va bien. Sous-titre « Vie, mort et résurrection de deux personnages », note sur l'Apocalypse, mémoire d'Apocalypse, Apocalypse mienne, le joyeux mystère ou journal de bord du déluge. Donc voilà, ça c'était les différents titres. Journal de bord du déluge est intéressant aussi parce que le livre inachevé de Marcel Moreau devait s'appeler Le buveur de déluge. Quand il y a un titre qui me retient, qui persévère, qui n'en finit pas de me parler, alors ça devient il y a un mouvement qui se déclenche là, un mouvement irrésistible, mais je ne sais pas où je vais avec ce titre. Hein. Je ne peux pas dire qu'il donne une direction, c'est tout ce que je sais. Donc il y a une espèce de... Jusqu'au bout, Marcel Moreau, dans son premier livre, peu de temps après la mort de Raymond Choquet, a dédié son livre « Le chant des paroxysmes » à Raymond Choquet, poète. C'est ce qui m'a fait dire qu'il était connu, et il ne l'était pas. Et puis il en a parlé dans les années 70 dans Livre, et puis il en a reparlé dans les années 2000 dans Morale des épicentres. Donc ça veut dire que Marcel Moreau, jusqu'au bout, je ne sais pas si, à mon avis, c'est un regret. Je crois que jusqu'au bout, il a eu ce regret de ne pas avoir réussi à retenir Raymond Choquet et à éviter qu'il se suicide. Donc je pense qu'il a vraiment payé là sa dette, j'imagine. Dès qu'il ouvrit les yeux, il ne regarda pas ceux qui l'entouraient, mais fixa le soleil en ouvrant la bouche à la manière d'un bouc pâmé, et l'on sut qu'il était idiot. Avant même qu'il sache marcher, il voulut sortir de la maison, hors des murs, et balader son museau d'ange à l'air pur. Il rampait, l'œil cloué au ciel. Souvent, il était sage et immobile, l'œil fixe, lymphatique, lent, abruti au sein d'une rêverie sans fin. Il avait toujours l'air de sortir d'un spleen glacial, comme un oiseau mouillé se secouant les plumes.
La terre est belle, et je meurs, dans mon atroce vertige transporté, sur le sang et l'humiliation. J'ai voulu combattre les poings coupés, contre les visages tordus d'une haine veule. Mais le faible a choisi dès sa naissance, est choisi par un soleil de malheur. Et la tempe apprête la caresse du canon, même quand la vie magnifique cogne aux portes de ces gigantesques points de joie. Laszlo vécut dans l'étrange pays aux montagnes noires. Les hommes dormaient sur le seuil, esclaves saturés d'opium. Quand une colère noire les réveillait, ils étaient incapables de lui donner un tour définitif. Leur chef impuissant s'épuisait en paroles indignes, corrompu tôt ou tard par les formes, avide de puissance sans gloire, préférant le mensonge à la vérité. Les guides, écrasés par l'indifférence, se décourageaient, mais luttaient toujours. Le prince était mort. Son cœur s'arrêta, de trop de fièvre, de trop de courage, au moment où il était le plus utile. Le foulard au cou, le verbe haut, la bonne trogne, la cervelle bien faite, le cœur éveillé, préférant trancher que ruser. Peu à peu, on fermait les galeries nourricières. Les hommes sortaient du sol, erraient, se contentaient de peu d'argent, de fables. La guerre était finie. La guerre était perdue. Le foyer éteint. Jusqu'à quand? En fait, ceux qui avaient formé le noyau de la colère étaient des hommes du passé, dont beaucoup n'appartenaient pas à cette terre. C'étaient des hommes éjectés des pays sans pain, venus descendre à l'enfer des sueurs. Les mineurs aborigènes ne laissaient plus leurs fils à ce dur métier, sauf en cas de nécessité absolue. Néanmoins, ceux qui avaient continué à vivre dans les galeries formaient une véritable élite fraternelle, refusant les mythes consolateurs. Ils étaient durs, simples et unis. Laszlo devait assister plus tard à leur dernier mouvement de revendication. On avait réquisitionné les camions de brasserie qu'on apercevait, marqués aux enseignes de la bière, chargés des gens enthousiasmés par la possibilité du neuf. Beaucoup de femmes d'ouvriers accompagnaient leurs hommes. Il y avait quelque chose dans l'air. On chantait, les trains étaient bloqués par la foule, puis repartaient vers le point de ralliement, les grévistes, des chemins vicinaux s'étant solidarisés. La nuit tombe sur la grève. La misère fait son nid. Sur la terre et dans le rêve, les femmes sont loin d'ici. Les femmes sont loin d'ici. La bannière est arrachée, désertée par les héros qui sont partis vers l'abri. Ils sont partis vers l'abri, sans sabre et sans souci de guerre ou d'empoignade. Même leur chef a fléchi. Il rêve depuis à la lune, au corail et aux enclumes des ateliers de Vulcain. Les ateliers de Vulcain ont prévu la moindre chose, la rose et même la faim.
Le médecin va affirmer qu'il resterait toujours un simple d'esprit. Jusqu'ici, cela n'avait pu s'observer que par certains traits peu voyants. Une immobilité saugrenue. Il se contentait de veiller à sa béatitude, à ne pas franchir ses limites. Il craignait la vie, ce qu'on appelle la vie. Il escaladait les bordures des trottoirs avec prudence, écoutait les gens d'une oreille lointaine, comme s'il s'était agi d'un monde différent. En fait, son caractère n'avait pas de signification en termes de psychiatrie. C'était la folie, une reine invisible. Ce monde clamsera. Ou moi. Ce sera moi, naturellement. Bien inutile, cause toujours. Le dernier miroir de la mort te renverra tes jours, les foires et la belle eau courante des rires. Ah, tu verras dans ce miroir une cabriole à un rite, un mouvement d'horloge à peine. Et tu te prends au sérieux, tu t'imagines sur le monde, mais pleurer, c'est bien inutile. Ils m'ont saqué, dit Laszlo. Fini l'emmerdement, les horaires. Délivrance, voici la faucheuse, l'estomac creux, les mendicités, le cafard libre. Aujourd'hui, ils m'ont saqué. Je vais écrire, je vais lire, je vais écouter, je vais chasser la cuisse et le visage. Ah, joie. Pourvu que ça dure, que m'entretienne l'état pourri, l'état putain et sa foule d'esclaves. La révolution n'accouchera jamais dans ses panses prud'homesques. Je fais ma révolution, sans esprit de solidarité. Quant à ceux qui m'ont aidé, je les remercie. Ils n'ont pas perdu leur geste. Et je pense aussi à ces fauchés qui me prêtaient ce qu'ils savaient. La vie est possible. Par ces temps d'hypocrisie totale, ma vie est justifiée. Ainsi parlait Laszlo, le chômeur. Il ne concevait même pas qu'on pût résister aux sollicitations des forces intérieures. Les mots de péché et de tentation ne revêtaient aucune espèce de sens pour lui. Il n'obéissait à rien, il ne se révoltait contre rien, simplement, il se laissait aller à la présence de tels vecteurs avec une spontanéité totale. Par contre, dès qu'il se retrouvait parmi les gens, une peur de panique le rendait inapte à se conduire normalement. Il importe seulement de brûler, transitif et intransitif, pour contrebalancer les forces impossibles qu'exalte mon absolue sincérité. Je pratique une savante et naïve mystification qui n'est pas le mensonge, mais une syntaxe, une simple hygiène, le code de ma route, à comprendre pour ne pas se tuer dans le premier accident venu. Raymond et moi étions petits, 5, 6, 7 ans. Nous étions, Raymond et moi, assis sur la marche de la porte de la salle à manger, protégés par une verrière au-dessus de la porte. Il pleuvait assez dans la cour. Je ne sais plus lequel, l'un de nous disait « Il a pleuvu » et l'autre lui répondait « Non, il a pleuvoir ». Je trouve ce dialogue de petits très rafraîchissant. Puis en grandissant, nous sommes revenus moins souvent en Belgique. Aux environs de mes 13-14 ans, Raymond est venu passer les vacances d'été chez nous à Pontoise, en banlieue parisienne. Je me souviens d'un jour où nous avons pris un petit tortillard pour aller à la piscine de l'Isle-Adam.
C'est là, dans un bassin où nous avions pied, que Raymond m'a appris à nager. Au retour, mon père lui a demandé d'écrire et de raconter sa journée. Il s'est exécuté. Ce dont je me rappelle, c'est seulement que son texte commençait ainsi. Partir, c'est mourir un peu. Il reprenait ainsi le premier vers d'un poème d'Edmond Haraucourt, Rondelle de l'adieu, paru en 1890, et également le début d'un aphorisme d'Alphonse Allais qu'il complétait par revenir, c'est revivre un peu. Je sais qu'il a été à l'Athénée, juste en face de la maison de mes grands-parents. Après l'Athénée, je ne sais pas quelles études il a suivies, ni quel travail il a fait. Je ne sais ni où, ni comment il a connu Marcel Moreau. L'éloignement géographique n'a pas favorisé nos connivences de cousins. Quand j'ai appris son décès, survenu le 3 octobre 1966, c'est de la bouche de mes parents qui revenaient d'avoir assisté à ses funérailles. Cela faisait 3 mois que nous étions mariés, mon épouse et moi. Mes parents n'avaient pas souhaité nous prévenir avant, nous laissant vivre notre lune de miel. J'ai appris par la suite qu'il avait vécu à Bruxelles et qu'il s'y était supprimé. C'est tout ce que je peux dire. De mon cher cousin, parti trop jeune et qui me